Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, je reçois un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier mes commanditaires Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie. Donc, pour tous vos projets résidentiels, commerciaux, institutionnels, industriels, n'hésitez pas à les appeler pour les spécifications. J'aimerais aussi remercier Contract, qui est un manufacturier en poterie représenté par Lajoie, et Delta, qui est un manufacturier en robinetterie résidentielle commerciale. Donc, pour les spécifications, n'hésitez pas à demander à Lajoie. J'aimerais aussi remercier Bugatti qui nous permet d'offrir des super beaux sacs à nos invités. Cette semaine, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Daniel Robert de chez Colostat. Sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Salut Dan, bienvenue au podcast des plans. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Ben là, dans tous les gens que je connais, c'est un domaine HVAC. Moi, j'ai eu la chance de croiser ton chemin en 2006. On a fait 2006 à 2009. J'ai été impliqué sur un projet sur lequel t'étais plus qu'impliqué, qui est le Campus Bell. On va avoir la chance d'en reparler. Ouais. Puis depuis ce temps-là, on recroise nos chemins à intervalles. On a eu à se recroiser pas mal pour la pandémie parce que t'es une sommité. Je sais que personne n'aime ça. J'aime pas ça. Exact. Je savais que t'aimerais pas ça, mais quand même, quand je parlais aux gens que je recevais Daniel Robert de Colostat, tout le monde me dit « Oh wow! Intellectuellement, man, ça va te demander puis ça va te demander du jus. » Puis j'étais comme « Ah, ben non, mais moi, je trouve que depuis que j'ai vu tous les projets que tu faisais, moi, je suis comme wow, quel homme, puis je le sais, Dan, tu veux rester humble, t'es quelqu'un de super humble, tu parles de projet, puis t'es capable de verbaliser des concepts hyper complexes dans une simplicité. Fait que c'est pour ça que je suis très content, puis on va avoir la chance d'aborder plusieurs projets. Mais tu as vu un peu comment on start le podcast, fait que je te laisse te présenter. On part un peu sur de où tu viens, qu'est-ce que tu fais, t'as quel âge et tout ça. Oh, OK, quel âge? On va commencer par l'âge. C'est peut-être un élément qui était important ou peut-être pas important. Je viens d'avoir 65 ans. Et c'est dans la tête des gens, 65, c'est un point tournant. Je ne considère pas encore que c'est un point tournant pour moi. Je m'amuse beaucoup. Commençons par le début, OK? Ouais. Donc, Colostat, depuis 2000. J'ai gradué en mécanique du bâtiment en 1980. Polytechnique de Montréal, la 104e promotion. C'est le début d'une période un peu difficile pour certains. Il y avait pas quand je suis sorti, il y avait beaucoup d'emplois, mais peu de temps après, l'emploi a commencé à chuter. Il y a eu une crise économique, 82-83, effectivement. Et donc, premier job que j'ai, en fait, j'avais eu comme 3 ou 4 offres au mois de décembre, je finissais au mois d'avril, donc dans ce temps-là, c'était sharp, là. Peut-être pas la même chose aujourd'hui. Je commence chez Union Carbide, une division de métaux à Beauharnois qui faisait du minerai, transformation de minerai. Gérant de projet en mécanique. Et puis, on était à peu près 30 ingénieurs en place. Puis, au bout de 6 mois, tous les projets qu'on mettait de l'avant étaient tablettés pour se faire dire que l'entreprise essayait de vendre la division de métaux. Et donc, très sexy, il ne voulait pas trop investir. Il ne voulait pas investir du tout. 6 mois plus tard, je me dis, regarde, il n'y a rien à faire ici. Là, c'est le fun, là, mais il n'y a rien à faire ici. Il n'y a pas de futur. J'étais un des premiers à partir, je pense le deuxième à partir sur les 30 ingénieurs. Puis au bout d'un an après moi, je pense qu'il en restait 2. Ils ont vendu 7 ans après. Donc, c'était une bonne décision de ma part.
Pendant ce temps-là, quand j'étais étudiant, je faisais du ski à la réserve. J'étais instructeur de ski pour l'équipe de compétition. L'été, avec les chums qui étaient mes chums instructeurs, je faisais de la voile sur le lac Waro. Et il y avait dénommé Pierre Goupil, qui était le président dans ce temps-là de EPM et de HVAC, avec qui je connaissais bien. Et puis il me dit « Hey, il y a de la place chez nous pour les jeunes ingénieurs. » Et puis, je me ramasse donc un an après avoir gradué chez HVAC, un entrepreneur mécanique, mais qui faisait du plein de vie. Quand même, c'est une bonne école. On commence par connaître le métier, voir qu'est-ce que les ingénieurs font, comment ils écrivent, exécuter des projets. J'ai été affecté passablement sur les projets. HVAC faisait beaucoup de projets à l'usine de IBM à Beaumont. Donc, des projets un peu compliqués, pas de rooftop, on parle de centrale de ventilation, du procédé de ventilation. Beaucoup de contrôle. Beaucoup de contrôle avec les gens de Johnson Control dans le temps. Donc, rapidement, j'ai rentré dans des projets intéressants au niveau exécution, au niveau coordination. Et au bout de 8 ans, avec les différents manufacturiers avec qui on parlait continuellement, évidemment, je me fais approcher par Carrier, qui me dit moi, je pense que avec ton background, tu devrais être bon dans la vente. Mais moi, je me voyais pas comme vendeur, mais pas pantoute. Je me voyais comme... Tu sais, surtout... Tu sais, j'ai eu à faire ce choix-là, il y a 5 ans, quand je me suis emmené comme... pour la joie, puis tu sais, on a des profils similaires, tu sais, on adore jaser, on adore, tu sais, on a un bon contact humain avec les gens, on aime verbaliser nos choses, tu sais. Puis, tu sais, on a fait une étude qui est très, très, très cartésien. Puis on dirait que c'est pas un sous-métier, là, mais il y a comme un préjugé de quand tu t'en vas vendeur, c'est comme tu devrais commencer par là, puis après ça, tu t'en vas. Puis, et pourtant, tu sais, on apprend tous les jours. On est impliqué, tu sais, on est les impliqués, mettons, si je regarde un entrepreneur, tu es impliqué dans tes projets, tu sais. Mais là, comme représentant, ben là, tu es impliqué dans de multiples projets. Tu peux quasiment aller choisir lesquels qui te font triper. Oui. Mais je te dirais aussi que le fait de venir par la porte entrepreneur chez Carrier, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Bon, c'est sûr que j'avais beaucoup d'entrepreneurs, peu d'ingénieurs, mais au moins, j'avais leur langage, je savais leurs problèmes. Tu sais, quelqu'un qui vient d'un consultant comme background initial n'a pas le même bagage que quelqu'un qui vient entrepreneur. Et pourtant, les équipements sont installés par les entrepreneurs. Et c'est eux autres qui gèrent les... Bon, qui t'envoient le bon de commande en premier. Qui est important. Qui est très important. Mais c'est aussi eux autres qui vont gérer la coordination d'un ouvrage. Mes collègues disaient « Pourquoi être entrepreneur? Il veut absolument avoir la base de toi tout de suite, puis 2 mois avant. » Ben moi, je comprenais pourquoi. Puis moi, je savais que être en tasse à base de toi, ça crée un gros problème sur un chantier. Pourtant, c'est une affaire qui vaut 250-300$. Puis la machine en vaut, dans ce temps-là, 10 000$. Fait que de ce côté-là, les entrepreneurs à qui je vendais, que je représentais, ils me voyaient comme quelqu'un qui comprenait leurs problèmes, qui comprenait les situations dans lesquelles ils étaient. Et j'ai eu beaucoup de succès chez Carrier. Rapidement, j'ai encore une fois la conjoncture économique des années 90 a fait aussi que, et malheureusement, l'entreprise Carrier, qui était corporate owned, c'était le headcount, c'était le problème. Si tu n'avais pas beaucoup de ventes parce que l'économie va mal, ben on coupe des vendeurs. Fait que là, moi je ramassais avec un paquet de clients qui voulaient absolument faire affaire avec Carrier, puis j'avais toutes les commandes. Fait que j'ai eu beaucoup de succès de ce côté-là. L'équipe s'est malheureusement érodée. Moi, je suis resté. Et une fois que j'allais dire la pandémie,
la difficulté économique du temps est partie. J'ai dû de reconstruire l'équipe de vente de Carrier. Est-ce que tu étais tombé directeur à ce moment-là, je suis devenu directeur. Ce qui est le fun avec des grosses entreprises comme ça, c'est que, tu es au courant, ils te mettent au courant de toutes sortes de technologies, les approches, des refroidisseurs. Écoute, j'ai vendu des centaines de refroidisseurs pour toutes sortes d'applications, au point que j'avais une ligne directe avec l'usine quand il y avait des problèmes, puis ils m'écoutaient parce qu'ils savaient de quoi que je parlais. Tu avais accès au téléphone rouge. J'avais le téléphone rouge. C'est dans le temps aussi des changements de réfrigérants. Donc, toute cette partie-là, et que Carrier était un des premiers à pousser des réfrigérants différents. Bien, plus environnemental free. Là. Oui, J'aime jamais dire qu'un réfrigérant... Non, mais dans le temps, c'était déjà... pire que pire. On est dans la bonne direction. Le fameux combat avec York et Trane avec le 123, nous autres, on avait plutôt le 134 qui était là initialement. Donc... cette école-là m'a beaucoup, beaucoup appris. Et comme tu disais tantôt, je me considère comme un bon vulgarisateur. Ce qui fait que j'étais capable de placer mes produits, placer la technologie d'une façon intelligente auprès des entrepreneurs et auprès des différents clients qu'on desservait. Fait que je travaillais beaucoup avec des entrepreneurs qui faisaient du design build dans le temps. Colostat était mon plus gros client. Et j'ai supporté du côté ingénierie par rapport à l'application des produits aux bons endroits pour les bonnes raisons. Évidemment, puis c'est arrivé dans le temps, en 97, je suis tombé à 40 ans. À 40 ans, t'as un peu ta moitié de ta vie professionnelle de fait. Et là, tu te poses des questions. Où j'étais, ou qu'est-ce que je viens de faire, puis qu'est-ce qui devrait suivre. Et je sais, dans ce temps-là aussi, à Carrier, le directeur régional s'est fait remercier de ses travaux, s'est fait remercier. Et puis, tout le monde dans le bureau dit, ben Dan, c'est toi qui prends sa place. You're next. You're next, OK. You're next. Puis ça a pris du temps avant qu'il en trouve un. Puis il a pris quelqu'un d'autre que moi, extérieur de l'entreprise. Bon, c'est là où je me suis dit, bon, ben, finalement, à 40 ans, je me vois être là. Le train vient de passer, puis ils m'ont pas fait embarquer. Il me reste encore comme directeur des ventes. Oui, c'est le fun, là, mais c'est pas ça que je voulais. Tu sais, ultimement, tu veux avancer dans la vie, là. J'ai dit, bon, ben, Carrier, next. J'ai atteint le maximum. J'ai accès au maximum, qu'est-ce qu'on fait? Puis t'es pas un gars... T'es un gars qui est patient, mais la patience des quand le message est clair, là, tu fais, voilà. OK, on va sauter là, ailleurs. Là. Donc, Gaz Métropolitain cogne à ma porte. C'est pas moi qui cogne chez eux, ils cognent à ma porte. Et ça, c'est une anecdote qui est le fun. Fait que là, il dit, on se voit là, ils sont en négociation, puis en même temps, je vais à ma maison, puis je m'apprête à déménager dans une nouvelle maison. Tu pars de où à où? Je pars de Sainte-Thérèse pour aller à Fontainebleau, là, à côté de Ville-Lorraine. Et la journée que je déménage, en fait, la veille, je reçois l'offre officielle de Gaz Métropolitain. Puis je dis, regardez, je vais passer 2-3 jours, je déménage, là, puis je regarde ça lundi quand je reviens online. La journée que je déménage, je reçois un téléphone de Colostat. Il dit, on a une offre à te donner. On ne te dit rien verbalement, on vient de porter notre proposition écrite. Là, je regarde ma femme, je dis, hey, Colostat veut m'avoir comme Puis là, c'était un de tes clients? C'était ton un de mes clients, c'est mon plus gros client. Fait que je les connaissais bien. Puis, tu sais, quand tu connaissais l'autre chose, excuse-moi de te couper la main, mais tu connaissais toute l'équipe. Tu sais, moi, je m'occupe de certains clients, puis un peu comme
comme toi, tu devais quasiment avoir un bureau là-bas une fois par semaine. Presque. Tu vas t'asseoir. Ben, c'est ça. Tu sais, je veux pas le nommer, là, mais tu sais, il y a une place, les gars. Tu sais, je rentre. Des fois, je rentre, puis tu sais, j'ai, mettons, d'autres représentants de chez nous qui viennent avec moi, puis tu sais, là, hey, salut Bruno, comment ça va? Puis là, je rentre, puis là, l'autre personne me suit, puis là, elle fait, excuse-moi, est-ce que tu peux remplir les documents? Je vais remplir pour les deux. Là, elle fait, non, pour Bruno, c'est beau. Puis là, j'arrive, puis là, j'ai un bureau. Il y a un bureau à cette place-là. Je sais pas pourquoi. Il est toujours libre. Fait qu'il dit, ça, c'est le bureau à Bruno. Mais toujours c'est que, je dis à ma femme, mon meilleur client, Colostat, il va m'envoyer une offre. Là, il y a quelqu'un qui va lire, là, il va prendre l'enveloppe. Là, et puis, je ne verrai pas chez Colostat. Là, l'offre chez Gaz Métropolitain est tellement intéressante. Regarde, c'est bon. Fait que je mets l'enveloppe de Colostat sur le fridge. Le fridge, là. Puis, tu l'ouvres pas, rien? Je l'ouvre pas, non, je suis en déménagement, je déménage. Même, je pense que c'est pas le frigidaire, il n'était pas encore installé, OK? Fait que là, le samedi ou dimanche, comme la poussière est un peu tombée, j'ouvre l'enveloppe. Puis là, je me couche avec ma femme, puis je dis, je pense que j'irai pas chez Gaz Métropolitain. Parce que Colostat avait fait une offre sérieuse. Ça faisait déjà une couple de fois qu'il m'approchait pour devenir partner avec eux autres. Puis, tu sais, bon, mais t'as des qualités, Dan, puis on te voit très bien dans l'équipe. Puis finalement, je me suis joint à l'équipe à mi-janvier 2000. Mais eux autres, ils cherchaient un nouveau partner. Comment qu'ils voyaient ça? Ils voyaient en Daniel Robert quelqu'un qui pouvait peut-être changer l'entreprise ou donner une direction un peu différente. Dans les années 2000, on commence à parler de systèmes un peu plus complexes. L'énergie devenait plus importante. Devenait trendy. Là. J'appelle aujourd'hui, c'est... c'est un must. C'est un must, puis tous les projets, l'énergie en discute. Avant ça, j'aimais tout le temps entendre ça. Ah ouais, ça, c'est un projet lead, là, tu sais. Puis là, aujourd'hui, c'est comme, non, ça fait partie des bases de conception. C'est inclus dans tous les projets. Puis l'énergie est au cœur même avec les coûts qui s'en viennent, qui explosent, puis avec les coûts qui vont s'en venir à long terme. C'est l'environnement on est dans les élections qui sont au cœur de tous les débats. C'est sûr que l'énergie... fait que ça, c'est cool qu'eux autres voulaient s'en aller là. On venait de terminer, Colostat vient de terminer le projet de l'OACI au centre-ville, qui est un bâtiment assez impressionnant, qui malheureusement, il n'y a pas grand monde qui peut le voir parce que l'accès est restreint. Toujours est-il que il avait vu les forces de l'ingénierie que je leur ai données de façon à vendre mes produits, évidemment. Ouais. Mais donc, il voyait cette vision-là, un renouveau de l'entreprise, parce que, bon, c'est un entrepreneur en ventilation. Il faisait beaucoup de design build, mais peut-être rooftop de bonne qualité, mais quand même une job de rooftop. Bon, dans ce temps-là, c'était un peu ce qui se faisait. Mais il voyait que les chillers et compagnie, centrales de ventilation, plus gros projets, plus industriels, ça prenait quelqu'un qui avait peut-être un peu plus de know-how et que je pourrais avoir un effet bénéfique sur l'équipe qui était en place. Donc, je me joins à l'équipe. On fait des projets intéressants. On commence à regarder de plus en plus des boucles d'eau. Transfert d'énergie, récupération de chaleur, c'est au début des années 2000. 2000, 2005, etc. Le Bel Canada, c'était fait en 2006 de mémoire. Oui, on a eu, moi, tu vois, les premiers plans que j'ai vus, c'est début 2006, quand j'ai commencé pour Martin. Moi, je faisais du commissioning. Puis c'est là que j'ai vu pour la première fois le campus. OK. C'est drôle, le campus, parce que Canderel était le promoteur initial. Reliance, qui était leur entrepreneur général, on faisait beaucoup de travaux avec les gens de Reliance, déjà à cette époque. Et Jonathan Wiener, il dit, j'ai un deal, Bel Canada,
veut essayer de regrouper tous les bâtiments. Il y en avait comme une trentaine, 40 à travers la ville, puis il y avait une inefficacité avec les différentes équipes qui n'étaient pas toutes ensemble. Et il a la vision de faire un campus. Et puis, il nous appelle un vendredi. On aimerait ça que Chris Lawson, qui était mon associé, et moi, on aille une rencontre avec Canderel, Reliance. Et on ne savait pas encore que c'était Bell. Il s'appelait Turtle dans ce temps-là. Ouais. Ouais. Et puis, on a passé la fin de semaine, puis à la fin de la fin de semaine, là, on veut avoir le budget. On a des esquisses très, très préliminaires. On veut avoir le budget. Puis votre vision, comment faire ce projet-là. On est sorti avec un handshake qui dit, regarde, on rencontre le client demain. Si le client va de l'avant, on a un job. 18 mois plus tard, on donnait la première phase du bâtiment qui continue. Dans ce temps-là, de première phase, je pense que c'était 3 tours sur un total de 5. La phase 2 s'est faite un peu après, mais 18 mois plus tard, le projet était terminé. Ouais. Donc, c'était une course contre la montre. On a eu un ASHRAE Technology Award pour ce bâtiment-là. C'est le premier bâtiment où on a fait quelques jours avant la fameuse rencontre avec Canderel. J'avais assisté à une conférence organisée par ASHRAE, puis il y avait un manufacturier qui s'appelle maintenant Bulldog CGC qui propose une idée de thermopompe hybride, puis qui faisait surtout pour les appartements et les condos. Puis moi, j'ai dit, cette technologie-là, c'est incroyable. Là. On pourrait l'appliquer dans des gros bâtiments. Puis je voyais qu'il y avait quelque chose d'intéressant là. Il faut comprendre aussi que le projet de Campus Bell, et ça, encore une fois, ça fait partie de mes forces. Il y avait un paquet de panoplies de consultants qui étaient des consultants pour Bell Canada, s'assurer que ce qu'on livrait rencontrait la chose. Il y avait un consultant qui travaillait pour Canderel pour s'assurer que ce qu'on faisait était correct. Il y avait Martin Roy qui était impliqué au niveau de l'énergie LEED, et l'accréditation LEED. Et puis, il y avait les ingénieurs de Bell Canada qui étaient aussi dans le portrait. Et je me souviens d'avoir un meeting avec Mohamed Jamous, Claude Descaries de Boutiette, qui était le représentant associé à Bell Canada, parce que Mohamed va avoir des centrales de ventilation, des chillers, etc. Moi, j'avais l'idée des thermopompes décentralisées dans les salles mécaniques, pas dans le plafond, là, on se comprend. Donc, une job qui était intéressante et qu'on transférait l'énergie d'un endroit à l'autre, qu'on évitait de opérer des compresseurs en mode d'hiver parce que la thermopompe hybride est capable de chauffer avec l'eau mitigée du réseau durant l'hiver. Et Claude Descaries, je fais ma présentation, mon pitch, le concept, puis Claude Descaries, il se lève et il dit « Mohamed, oublie ça, tes chillers. Ça, c'est vraiment une bonne idée. » À partir de là, on est parti, puis on a finalisé notre design. Puis encore une fois, 18 mois plus tard, là, 12 mois de construction, on avait 1 million de pieds carrés de garage, puis 600 000 pieds carrés de tour de bureau de fait. Oui. Puis en plus, ce projet-là, c'est à l'île des Sœurs. Quand on passe sur Champlain, on est capable de le voir. Mais la complexité, moi, que je trouvais de ces projets-là, c'est qu'entre les bâtiments, selon les orientations, on est en mesure de transférer l'énergie. Le bâtiment est 100% vitré, ou à 95%, là, on a des murs là, à certains endroits, et que tout le tour du bâtiment, c'est de l'open space et que les salles de réunion sont centrales. Ça, c'est une première complexité, mais aussi dans chacun des bâtiments, il y avait un méga atrium. Ouais. quand on rentre, d'une comme 3 ou 4 étages de haut. Je pense que le plus haut, il va jusqu'à 6 étages. Donc, qui est évidemment tout vitré et que le confort des individus, si jamais vous avez la chance d'aller dans ces bâtiments-là, le confort des occupants est... Il est à son maximum. Là. On sent aucun courant d'air. Le choix des diffuseurs, c'est là que j'ai vu que... C'est là que j'ai appris, moi, l'importance d'un choix d'un diffuseur. On avait eu des discussions sur pourquoi aller avec tel brand, l'autre brand.
les sprays, puis là, j'étais comme, wow, OK, ça c'est de l'ingénierie. Puis c'était très complexe parce que l'autre chose, c'est que, on en parlait un peu avant l'entrevue, ça s'était pas fait, là. Des books, il y avait beaucoup de projets qui en discutaient, tout ça, mais des books énergétiques qui se transfèrent d'un bâtiment à l'autre via, c'était comme, wow. Ben, wow. Je te dirais que peut-être au Québec, c'était nouveau. C'était nouveau. Bon, c'est sûr, à d'autres endroits à travers le monde où l'énergie est plus dispendieuse, etc., il y avait plus tendance à le faire. Mais quand même, dans un projet dont il y avait quand même des restrictions budgétaires au niveau de la mécanique, c'était pas bar open, c'est sûr que cette stratégie-là était un petit peu nouvelle. Et c'est pour ça qu'on a eu des Tech Awards associés à ce projet-là. Donc, ça fait partie de... Puis encore une fois, je vois pas l'ingénierie comme étant un élément crucial dans cette construction-là. Il faut juste croire à des stratégies qu'on pense qui fonctionnent et il faut avoir le guts de dire, regarde, sur papier, ça marche, là. Il n'y a pas de raison que ça ne marchera pas. Il faut l'essayer. L'avantage qu'on a chez Golostat, c'est que, étant donné qu'on on fait notre propre ingénierie, notre propre installation, construction, etc., s'il y a un problème, ça ne passe pas par les assurances, puis c'est pas... vous êtes 100% responsable. On est 100% responsable. Donc, mais avec l'équipe qu'on avait en place, on est une grosse équipe chez Golostat. Déjà, à ce temps-là, on commençait à être une équipe un peu plus grande qu'auparavant. C'est tout le monde ensemble autour de la table, on met des idées, puis on se challenge nous-mêmes. What if? What if? What if? Puis on les installe pareil, puis on a tout le temps un plan B ou en tout cas A1, A2 ouais, c'est ça. pour corriger la situation. Mais l'avantage aussi, c'est qu'étant donné qu'on fait absolument tout, la ventilation, dans ce temps-là, on sous-traitait quand même la tuyauterie. Et on faisait les contrôles, par contre. Donc, avec ça, on était capable de... Tu sais, il y a un problème, mais on peut se le corriger in-house. Exact, mais c'est ça la beauté. Puis, tu sais, quand on parle... tu sais, j'ai rencontré différents entrepreneurs dans ma carrière qui font... qui se concentrent soit dans une discipline, deux. Mais la beauté de Golostat, que la chose que j'ai toujours admirée de votre côté, c'est vous êtes all-in. T'sais. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est pas la faute à personne, c'est notre faute, puis on va l'arranger, puis on va s'assurer que ça marche. Puis, tu sais, souvent, on s'en va dans une réunion de chantier. J'en ai vécu une hier, pas plus tard qu'hier. C'est la faute à qui? Puis là, vous autres, c'est pas la faute à qui? C'est notre faute, puis on va s'arranger pour la régler. Il faut quand même, tu sais, mettons, je me mets dans les années 2000, excuse-moi le terme, mais il faut des couilles là, pour faire ça. Là. Parce que là, tu prends 100% du risque, 100% de la responsabilité. Oui, mais il ne faut pas oublier que Golostat, ça faisait quand même... là, ça fait 96 ans qu'on est en affaires. On a vu plus d'un projet. On a des gens qui sont chez nous depuis qu'ils sortent d'école. Donc, le knowledge interne était très, très élevé. Et est-ce que c'est Gotti? Dans ce temps-là, pour nous autres, c'est pas Gotti. C'est juste un autre ouvrage. Et le modèle d'affaires fait que ça fonctionne. C'est ça, les gens à l'interne sont nés avec, c'est comme ça qu'on fait ça. Fait que on va... On le fait. Quand tu n'es pas conscient... des fois, je parle de mon petit gars, des fois, je parle de situation, puis il y a comme l'innocence de la jeunesse, là, où ce que, là, il est comme, ah, ben oui, c'est vrai. Mais il n'est pas conscient de ce risque-là parce qu'il est né dans ça. Moi, je parle d'entrepreneurship à mon petit gars, il a 7 ans. Puis lui, il est comme, ah, ben oui, père, on va acheter ça, puis on va le revendre sur Marketplace. T'sais. Lui, le fait que
Tu sais, le dire, on l'achète, puis ça se peut que ça se vende pas, puis qu'on perde de l'argent. Mais non, lui, dans sa tête, c'est le parcours direct. Tu sais, lui, il est comme, on achète, on va le vendre, c'est simple. C'est ça le plan. Puis c'est un peu ça que je vois avec Colasta. C'est comme, on a fait cette ingénierie-là. Au niveau ingénierie, ça fonctionne. On est tous d'accord. Autour de la table, tout le monde est d'accord. Oui, ben, OK, on va l'exécuter. Puis c'est ça, mais ça, cette philosophie-là fait en sorte que vous rentrez de l'innovation, vous prenez des risques sur certaines technologies qui sont, mettons, qui sont pas à leur apogée, puis vous les faites aller. Tu sais, un peu comme les thermopompes Bulldog que moi j'utilisais dans le temps dans du multirésidentiel. Là, vous autres, vous les avez amenés dans du commercial avec des boucles, puis là, tu fais ah, ben oui. Puis, aujourd'hui, les Bulldogs, ils sont de plein de projets commerciaux. Vous avez juste pris le risque, puis je pense que c'est un excellent risque. Là. Ben, c'est pas un risque. Là, dans ta tête, Dan, je sais que c'est pas un risque, mais quand tu le regardais de l'externe, moi, je venais de l'externe, boucle thermique avec de l'eau mitigée, puis là, j'étais comme wow! Quelle complexité! Tu parlais tantôt de la responsabilité d'une équipe. Ça fait partie de notre pitch de vente, ça, au niveau de la responsabilité d'un projet. Étant donné que tout est fait in-house, qu'on fait, l'ingénierie, on fait la tuyauterie, on fait la ventilation, on va faire l'automatisation, les contrôles, le commissioning. L'énergie. L'énergie, tout est fait en ce moment, on fait toutes les demandes de subventions. On a des énergistes chez nous qui font les calculs au coût d'opération. Ouais, puis les simulations énergétiques. C'est ça. Fait que quand tu compares ça avec un plan de vie où là, tu as un plombier qui est différent du code de ventilation, qui est différent du code de contrôle, un ingénieur qui est payé. Puis la façon de faire son argent, c'est de mettre le moins de temps possible sur un projet pour que finalement l'argent il en reste dans sa poche. Bien, chez nous, quand tu as un problème, tu n'as pas l'effet c'est sa faute à lui. En voulant dire, ceux qui ne me voient pas, je pointe de chaque côté. Puis donc, là, tout le monde s'en va à la balle, c'est qui est responsable. Avec l'ingénieur de milieu qui est une grosse patate chaude, bien, nous autres, le seul téléphone, ben c'est 514-333-7333. Tout le monde est à la même place. Puis on ne peut pas dire que c'est la faute de l'autre, c'est la faute de nous autres. Fait qu'on va régler le problème. Ça, c'est très important comme philosophie. Il y a des gens qui se disent clé en main, mais qui vont sous-traiter l'ingénierie à un consultant, va sous-traiter la tuyauterie à quelqu'un d'autre. Ben, finalement, c'est pas vraiment un clé en main. Là. En tout cas, certainement pas de la façon que nous, on le voit. Oui, bien, tu sais, le niveau d'imputabilité que vous avez sur un projet, il est drôlement différent de un peu comme un entrepreneur. Il y en a qui agissent, moi j'appelle, c'est des sous-entrepreneurs généraux. Oui, on fait de tout, mais on a finalement 4 branches qui sont des sous-traitants. Vous autres, toutes ces branches-là sont à l'interne. Oui. L'autre chose aussi, qu'on essaie de donner de la valeur au projet. Je m'explique, quand on va travailler un dossier, on va faire les calculs d'énergie au niveau coût opérationnel, au niveau des subventions, on ne garantit rien. On n'est pas un ESCO. ESCO va s'arranger pour mettre l'argent dans sa poche et de se protéger et se battre pendant les 5 ans où il a garanti les coûts d'opération. Bien, regarde, tu n'as pas opéré ton système suivant l'horaire qu'on s'est entendu. Il y a plus de monde, etc. Fait qu'il y a tout le temps un débat. C'est une bataille. C'est une bataille technique pour pas finalement pas garantir, puis en mettre plein les poches. Ouais, de là, le fameux acronyme, c'est pas ESCO, mais escroc. Bon, voilà. Fait que nous, notre approche, c'est on dit au client, regarde, on ne te garantit pas, mais par contre, on garde notre track record. Et il faudra pas savoir que toutes les demandes de subvention qu'on va avoir, dans 95% du temps, on est au-dessus, et des fois beaucoup, là, de plus que ce qu'on te promet. On te le donne tout. Ou des fois, quand le client est un peu plus méchant, on va dire, OK, on va splitter 50-50 ce que trop. OK? Tu veux que je garantisse de quoi? Tu veux que je mette un peu d'argent dans le pot? Pas de problème, mais toi aussi, il faut te mettre dans le pot.
Et pour Trois quarts du temps, il regrette. c'est ça, il regrette son il arrive aux 3 quarts. Ouais, finalement, le deal qu'on a fait. C'est ça, il faut que je fasse un chèque de 150 000. Je dis, oui, on a eu 300 000 de plus de subvention. Mais regarde. Et voilà. C'est ça. Donc, l'autre chose aussi qui est intéressante dans le design build, de la façon que nous, on le fait, c'est au niveau des avoirs, de l'argent associé au projet. Moi, je fais un projet, on prend un chiffre, 10 millions. OK? Un consultant qui va faire un projet pour un projet de 10 millions en mécanique, il va se ramasser 600 à 700 000 d'honoraires. Mettons 5 à 7 d'honoraires. Avec ça, il y a du monde qu'il faut qu'il fasse. Puis, encore une fois, le plus vite qu'il fait son projet, copy and paste, tant mieux, parce qu'il y a plus d'argent qui rentre dans sa poche. Oui, il y a du monde, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur son dossier, beaucoup de dessinateurs. Et en passant, le dessinateur, moi, il faut que je refasse le dessin. Hein? Oui, c'est ça. Tu comprends? Ce dessinateur-là, il ne sert pas à grand-chose quand tu regardes le big picture. Et donc, moi, ça me permet, si moi, au lieu, puis le consultant, s'il fait un calcul, 1000 tonnes. Plus il va passer de temps pour raffiner son 1000 tonnes, plus d'argent il met qu'il envoie dans son personnel, puis pas de profit. L'autre chose aussi, c'est que si ça prenait un 800 tonnes, mais pour trouver que tu as 800 tonnes, tu as beaucoup de temps d'ingénierie, il n'y a pas cet argent-là. Puis le 1000 tonnes, c'est qui le paye? Mais ça va être c'est le client. Puis c'est tant la tonne, là, c'est comme, c'est une équation, c'est tant la tonne, puis si je mets 1000 tonnes, je mets 1000 tonnes, mais si tu as besoin en réalité de 800 tonnes... Fait que l'assurance de l'ingénieur, c'est son propre client. Le client, lui, là, il engage un spécialiste parce qu'il ne connaît pas ça. Fait que quand son consultant il dit c'est 1000 tonnes, mais il pense que c'est 1000 tonnes. Mais moi, quand j'arrive, puis je passe 100 heures de plus pour trouver que c'est 800 tonnes, moi, j'ai un projet de 10 millions. Puis le fait d'acheter un 800 tonnes ou d'un 1000 tonnes, elle va dans ma poche. OK? Donc, ça me permet de payer plus cher mon ingénierie, mettre plus de temps à mon ingénierie pour avoir quelque chose qui est beaucoup plus... mauvais terme, ça coche. Okay? Ouais. Et ça fait partie de l'équation pourquoi que dans certains cas, le design build peut être plus intéressant au niveau financier chez le client parce qu'on donne exactement ce qu'il faut. On ne s'est jamais trompé. On n'a jamais mis un système qui était trop petit. Peut-être une exception, mais encore une fois, bon... il peut y avoir plein de facteurs. Parce que l'information qu'on a reçue n'était pas la bonne. Là. Et ça a un avantage pécunier pour le client. L'autre chose aussi, c'est que dès qu'il donne une bonne commande, moi, très rapidement, je peux avoir un budget. On s'entend sur le budget, l'ingénierie n'est pas complétée, puis on peut commencer à construire tout de suite. Il n'y a pas des délais de faire de l'ingénierie, aller sur le marché, avoir des prix. Ça fait savoir qu'on est hors budget, on revient, puis là, c'est du value engineering. Mais c'est pas du value engineering, c'est du value cutting en passant. Ouais. Puis c'est du... Moi, j'appelle... Tu sais, des fois, je suis justement sur un projet d'Arena où ce qu'ils disent, on fait du value engineering. Puis là, je fais, non, vous faites du design review qui aurait dû être fait day one, on n'en serait pas là. Puis, tu sais, tu parles d'un impact. Tu sais, souvent, les gens, ils disent, l'entrepreneur, il veut mettre un système plus petit. Mais tu sais, moi, je l'ai vécu au niveau maintenance. Tu sais, un système oversizé, puis là, tu sais, on va reprendre l'exemple du 1000 tonnes, de mettre un 800 au lieu d'un 1000. Mais quand tu as besoin d'un 800, là, c'est que là, ton 800, lui, il va rouler de façon optimale et il ne cyclera pas. Puis tu sais, la pire chose pour un système, autre le fait qu'il est mal entretenu, là, s'il est oversizé, le fameux cycling, excusez-moi le terme, le cycle, je ne sais pas si ça se dit cyclage. Le cyclage, ça va faire une usure prématurée du système qui va occasionner de la maintenance préventive supplémentaire ou tu es vraiment en avant, avant son temps requis. Fait que ça a un impact, mais tu sais, souvent, comment qu'on quantifie ça? Tu sais, c'est très difficile de quantifier. C'est pas faisable de mettre un chiffre là-dessus. C'est pas facile. Tu sais, j'avais un projet avec Peter Simon, puis on avait vraiment peaufiné, puis un moment donné, il me dit, tu sais, Bruno, c'est un centre d'achat, mon affaire. Je comprends 100% que vous êtes une firme d'ingénierie spécialisée en simulation,
Puis là, je dis, pas trop. Je sais plutôt, je peux te mettre à 50 tonnes. Je dis, l'impact que ça va avoir pour toi, tu vas me dire, je suis bien dans mon centre d'achat, ouais. Je dis, par contre, si je te dis, je te mets un 40 tonnes, puis ça va te coûter 50 000 $ de moins de maintenance au bout de 5 ans, je dis, tu me laisses-tu faire mes calculs? Il dit, c'est beau, finis ta simulation, reviens-moi, puis finalement, tu sais, il m'a challengé jusqu'à la fin parce que il comparait. Tu sais, quand tu connais pas les... mettons, tu n'es pas un spécialiste dans le domaine, il y a une règle de base, j'ai tant de pieds carrés, tant de tonnes. C'est une règle, j'ai ça partout dans mes magasins, puis ça va bien. Puis là, il était comme, mais toi, t'arrives 20% en bas de tout le monde. Hein. Puis jusqu'à temps qu'on appuie sur le piton, puis que ça fonctionne, il me regardait, puis le kid, c'était mieux que ça marche. Pas que ça marche. Puis là, j'étais comme, mais tu sais, un peu comme toi, tu me disais, tu sais, on a fait une simulation. Là, la première fois, je suis retourné au bureau. Hey, les gars, simulation, vous êtes sûr de votre chat? Là? Puis là, on le regarde en détail. Puis là, ben ouais, on est là. On est là. Puis finalement, je suis retourné 2 mois à Québec, justement, à Sainte-Foy. Puis c'est encore nos machines qu'on a sélectionnées. Wow. Puis là, j'étais comme, wow, hey, c'est fou, pareil. Ils n'ont rien, ils n'ont pas changé. Puis j'ai pas eu la chance de parler avec Peter Simon là-dessus, mais ça fait quand même pas loin de 20 ans là, que j'ai fait ce design-là. 20 ans, OK, on va les voir, parce que souvent, ça a dû à cause du réfrigérant. Exact. Oui, ben c'est sûr que le réfrigérant, il y a eu une maintenance, mais je regardais, des fois, il me disait, nous autres, on change les rooftops aux 10 ans, aux 15 ans. Puis là, je suis comme, ben là, je suis là 20 ans plus tard, puis je connais pas tout le pedigree, mais ça a quand même fait 20 ans, puis ça fonctionne aujourd'hui. Fait effectivement, quand tu es bien accommodé, ça fonctionne. Ça fait partie un peu des discussions. Tu as eu des bonnes discussions avec ton client. Ça, c'est une autre des forces qu'on a, c'est qu'on habituellement, c'est pas tout le temps le cas, là, mais ce qu'on aime, c'est là, au tout début, pour commencer à jaser avec le client, les pourquoi, comment, pourquoi qu'on voit cette façon-là, les avantages, inconvénients. Parce qu'on se comprend à HVAC, il y a un paquet de façons de faire un projet. Chacun des systèmes ont les avantages, inconvénients. Et c'est à nous, les gens du métier, de bien éduquer les clients du pourquoi qu'on le fait de cette façon-là. Et ça, c'est une des choses que je pense que mes clients m'adorent. Ah. Oui, ben c'est parce que je suis capable de justement leur expliquer, leur tenir la main du pourquoi que le concept qu'on leur propose, c'est ça qui devrait y aller. Ils ont quand même le choix. Et ces discussions-là doivent être prises très rapidement. On est aussi là pour les accompagner au niveau des challenger leur architecte sur la quantité de vitres, la qualité des vitres. Mais moi, des vitres pas bonnes, pas de problème. Moi, mon contrat, il est juste plus gros, puis tu vas juste payer pendant 50 ans plus d'énergie pour ton bâtiment. Mais peut-être que tu devrais peut-être penser à mettre des vitres de meilleure qualité. Tu ramasses avec des systèmes de mécanique qui sont plus petits et qui coûtent moins cher à opérer. Moins cher en maintenance, moins cher en tout. Moins cher en raccord électrique, parce qu'évidemment, si tu as une machine plus grosse, ça prend une entrée électrique plus grosse, etc. Donc, nous, on est là pour, lorsqu'on est appelé très bonne heure dans un projet, et on a la chance d'avoir des clients qui nous connaissent par réputation ou par le fait qu'on a fait peut-être 3 de leurs projets depuis les derniers 50 ans, qui nous cognent à la porte initialement, puis des fois, ils me disent « Hey, je pense que tu es l'architecte, t'entends-tu bien avec? Pas de problème, let's go. » Bon. Fait que très rapidement, on est impliqué dans le projet, puis on va tisser les grandes lignes des projets, positionnement des salles mécaniques pour essayer d'optimiser le coût, parce qu'évidemment, une salle mécanique, si tu la mets dans le coin d'un building, puis tes conduits sont 3 fois plus longs que si tu mettais ta salle mécanique dans le milieu, centre, là. Ben, c'est le même projet, mais la mécanique vient coûter plus cher pour aucune raison, puis ton coût d'opération va être plus élevé parce que
tes conduits, ça prend un plus gros moteur pour pousser l'air au bout. Fait que c'est tous des éléments on essaie de discuter d'amener. Messieurs, oubliez pas. Fait que, ouais, mais, bon, mettons, v'là 6 ans, 7 ans, quand on disait, pensez à mettre des lumières LED. Ouais, mais ça coûte bien plus cher. Ouais, mais c'est pas mal plus que du bonbon, là. En voulant dire, on est rendu là. Investis tout de suite dans des bons équipements pour que ça te coûte moins cher en mécanique. Puis il aime entendre ça, puis le trade-off d'argent, moi, l'important, c'est que j'ai un projet. OK? Qu'il soit petit ou gros, qu'il soit chill ou chill water ou des rooftops. L'important, c'est qu'on ait un projet et que toi, tu es content d'avoir ce projet-là pour la valeur que tu es prêt à mettre dedans. Si t'es pour le flipper, on va te le faire cheap, puis regarde, c'est plate, là, mais si tu veux un bâtiment qui va être là pendant 50 ans, qui va te coûter pas cher, puis que tu vas pouvoir mettre des plaques d'en avant, comme quoi que t'es un bon client pour la planète, un bon propriétaire pour la planète, go. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, il y a les clients... Tu sais, j'ai souvent eu ça, puis là, tu sais, moi, j'ai mes petites constructions personnelles que je fais, puis des fois, je dis tout le temps aux entrepreneurs, ouais, mais si j'avais su que, tu sais, si j'avais su que c'était ça, les impacts, ou si tu m'avais donné le choix, tu sais, c'est correct que je te demande quelque chose, mais tu as le droit de lever la main puis dire, c'est pas correct, ou tu sais, hey, je peux te faire ça, mais voici les impacts, voici les avantages, inconvénients. Puis après ça, c'est à toi de prendre la décision. Là. Mais je dis ça, là, c'est important. Là. Puis ce que vous faites, avec la vitesse avec laquelle les constructions sont faites, c'est comme, il veut ça par ça. Puis il y a comme une... On se casse pas le basic. Ouais. Puis j'appellerais ça une déresponsabilisation de l'entrepreneur, tu sais, de dire, il y a un professionnel qui l'a fait, ce qu'il a fait, moi, je ne le ferais pas de même. Puis, tu sais, souvent, c'est comme un combat, les gens, tu sais, voyaient un combat d'idées. Puis, tu me dis quelque chose d'important tantôt, c'est pas un combat d'idées, c'est des discussions sur des points différents qui peuvent changer le bâtiment. Mais ça, là, pour moi, ça devrait être ça, l'ingénierie, puis du design build, puis ça devrait... Tu sais, ça devrait faire partie que dès qu'il y a un ingénieur qui est impliqué, ça devrait être ça. Tu sais, on parlait tantôt de l'aspect design build, puis la responsabilité dans l'entrepreneur versus un ingénieur. Dans les projets qu'on fait, qui sont absolument des projets qui sont d'envergure, on est quand même un entrepreneur. On se fait voir comme un entrepreneur, puis tout le monde a la connotation qu'entrepreneur, c'est là pour... exécuter, là. Fourrer le monde puis mettre plein les poches. OK? Excusez-moi. Tu l'as dit, Dan. Je l'ai dit, là. J'ai pris un petit moment là, pour y réfléchir, mais je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais, il y a ce préjugé-là. Il y a ce préjugé-là. Donc, nous autres, on essaie de s'efforcer. C'est pour ça qu'on ne veut pas être un escrow. OK? C'est pour ça qu'on essaie d'éduquer le client à savoir qu'est-ce qu'on fait. Et nous, à l'interne, notre plus gros challenge, c'est envers nous-mêmes. C'est sûr que si j'ai un clé en main, c'est moi qui décide, ultimement, qu'est-ce que j'installe, qu'est-ce que j'installe pas, la qualité des éléments que j'installe pas, et donc les coûts associés au projet que je vais construire, avec un budget qui est fixe dès le début. Il n'y a pas d'extra chez nous. L'extra, c'est parce que il décide d'ajouter 3 étages, là, il y a un extra. Ouais. Mais sinon, j'ai pas de raison de me tourner de bord parce que la virgule n'est pas à bonne place. C'est moi qui ai mis une virgule dans le texte. Tu fais quasiment le PFT. C'est ça. Donc, j'en étais où avec tout ça? Oui, non, mais au niveau responsabilisation. Responsabilisation, c'est très important. Et donc, ce que je disais, c'est que moi, dans ma tête, je dis, bon, est-ce que je dépense pour avoir une pièce d'équipement qui coûte plus cher, qui est meilleure, ou je garde l'argent et je la mets dans ma poche?
Oui, parce que comme entrepreneur, tu as le choix, là. J'ai le choix. Mais si on est en affaires depuis 96 ans, c'est parce que probablement qu'on a pris des bonnes décisions et le fait que nos clients viennent nous voir sur une base récurrente, ils se rendent compte, j'espère, que la valeur, la qualité de l'ouvrage, elle est là, puis qu'on n'a pas coupé pour s'en mettre plein les poches, mais pour donner un projet qui tient la route, qui va être là qui ne cassera pas dans 10 ans, ou dans 5 ans, ou dans 1 an, là, après la période de garantie. Et ça, c'est notre plus gros défi interne, c'est de décider où on arrête d'investir, puis où on commence à en mettre dans la poche. Et ça, je te dis, là, c'est tous les jours qu'on a cette discussion-là. Oui, c'est ça, parce que c'est un challenge, parce que on parlera tantôt, excuse-moi, d'actionnariat, là, parce que là, Colostat vous avez vendu vos actions à Beaver Holding, qui eux, fait que c'est des actionnaires que j'appelle, vous étiez des actionnaires actifs, où ce que les décisions, ben, c'est nous autres, tandis que là, vous opérez Colostat avec un actionnaire passif qui, là, lui, vérifie les profits et revenus, puis lui, le fait qu'il ne soit pas actif. Je comprends, ils ont toute une synergie en arrière de ça. Là, si on a la chance, on en reparlera. Mais, eux autres, ils ont des attentes de performance économique envers vous. Puis vous autres, vous êtes comme déchirés. Là. Oui, mais on a aussi un objectif de faire grandir la compagnie encore plus qu'on l'a fait dernièrement. Et ça vient avec une notoriété, avec une expertise, avec une fairness. C'est-à-dire, si tu commences à chipper, ben, peut-être que le client dit, tu viens d'en perdre un, d'en perdre deux, d'en perdre trois, ben là, oups, on n'est pas là pour grandir. Là. Donc, ça fait partie du challenge d'opérer l'entreprise. Et on avait ce challenge-là avant, puis on a le même challenge aujourd'hui. Là. Exact. Je te dirais qu'aujourd'hui, par contre, vous avez un bagage d'expérience qui vous a démontré que de pas chipper puis de mettre un équipement de meilleure qualité, qu'à court terme, on peut considérer ça une perte. Moi, je vois pas ça de même parce que si tu mets, mettons, un équipement de meilleure qualité, ben, qui va te donner les performances souhaitées, qu'à partir de là, toi, tu vas avoir moins d'implications, ça va être plus facile, tout va se faire tel quel, qu'en bout de ligne, mettons, les appels de service, le fine-tuning va se faire beaucoup plus facilement. Mais aussi, à long terme, c'est que c'est un gage de qualité. Quand on parle on pense à Colostat, c'est l'équipe de design build. Vous êtes dans une classe un peu à part. Il y a beaucoup de monde qui ont essayé d'aller où ce que vous êtes, mais c'est un gage de qualité. Tu me dis, nous autres, on est au Québec. Là, on est au Québec, on a notre bureau à Toronto, mais on travaille à travers le Canada. Puis là, je suis comme, ouais, mais comment tu fais pour aller travailler dans l'Ouest? Ouais, ben c'est ça, les clients qui sont ici, ils sont très conscients qu'on ne veut pas aller dans l'Ouest, mais qui font, ouais, c'est ça, tu vas t'occuper à Vancouver, tu vas t'occuper à Calgary, de mon building, puis là, OK, ouais, on va le faire. On va trouver une manière de le faire. Mais ça doit être... ça doit être très gratifiant parce que quand les résultats parlent d'eux-mêmes, quand il y avait une phrase, je me souviens plus exactement, c'est laisse les résultats parler pour toi. Tu peux dire que c'est nous autres les meilleurs, mais de votre côté, vous êtes un peu under the radar. Tout le monde connaît Colostat, mais vous n'êtes pas comme on est Colostat malgré. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui connaissent Colostat, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Colostat. En fait, ils connaissent, mais ils ne connaissent pas. Exact. Parce que, bon, des fois par réputation, des fois, ils ont eu la chance de travailler avec nous autres. Moi, je sais que la plupart des consultants avec qui que je travaille, parce que, comme j'ai mentionné tantôt, je pense, les projets qu'on fait, nous autres, chez nous, sont tellement gros qu'il y a tout le temps des watchdogs qui s'additionnent avec les clients pour s'assurer qu'on fait une bonne job. Bien, la plupart de ces gens-là, moi, des fois, j'arrive, puis avec mes calculs de charge, mes calculs, ils disent « T'as pas fait tout ça? » Ben oui. Ben, on ferait jamais ça, nous autres. Nous autres, on a 1000 tonnes, puis c'est fini. C'est des fermes d'ingénierie. Fermes d'ingénierie, là. Puis, ben, dis-moi, mais moi, si tu lis ça, on le prend d'un 800 tonnes.
Hein? 800? Comment tu fais ça? Ben, regarde, il est là. Dis-moi si je suis dans le patate. Là. Moi, ça me fait plaisir de travailler avec des consultants qui travaillent avec leurs clients pour s'assurer qu'on est correct. Parce que, à mon avis, 2 têtes valent mieux qu'une. Ouais. Et ça me challenge, de faire une job, ça coche, de bien documenter ce que je fais, mais pour les bonnes raisons. Donc, de ce côté-là, c'est le fun de travailler en équipe, mais encore une fois, ça prouve le sérieux qu'on met dans notre ingénierie. Oui, parce que vous pouvez pas... Tu peux pas lever le pied, tu sais, dire, petit projet facile, on va tricher. Parce que, comme tu dis, tu as des watchdogs, tu as du monde, puis la réputation, tu le sais comme moi, là, une réputation, ça peut prendre énormément de temps à construire. Et des secondes pour perdre. Exact. Ouais. Tu triches sur un, tu vas te faire pogner. Ouais. Tu sais, tu parlais tantôt au niveau du service, on a aussi un département de service, puis évidemment, tous les projets qu'on va construire, l'équipe de service prend la relève. On espère il y a des projets où on a commencé là, 30 ans, puis on fait encore le service dans la place. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont construire, puis une fois construit, excusez-moi, ils s'en vont. Paie ma carte. Moi, tout ce que je construis, je ne fais pas de service. Puis, les problèmes qu'ils vont avoir construits au niveau du service, des fois, c'est l'enfer. Nous, on construit de façon à ce que qu'on puisse l'opérer. Peut-être pas l'opérer, mais certainement en faire le service sans que ça soit impossible à réparer. Toutes nos salles mécaniques, il y a l'espace, sortir des serpentins, sortir les shafts des ventilateurs, etc. Il y a de la place. Les portes d'accès sont dans la mesure qu'on nous le permet. Évidemment, des fois, les architectes ne le permettent pas, là, mais en tout cas, toujours, je sais que les portes d'accès sont au bon endroit. Donc, on a toute cette vision-là aussi de faire le service parce qu'on fait le service. Et le service devient par la suite aussi, on ne se cache pas, quelque chose de financier pour Colostat pour continuer le projet. Donc, on met la qualité de façon à faciliter le service qui va faire le service pendant 5, 10, 15, 20, 30 ans. Parce que ça va de l'air fou, tu sais. Tu construis quelque chose, c'est ton équipe qui le maintenance, puis le gars, il arrive, il fait « Hey, ça, c'est pas correct, ça, c'est pas correct. » Probablement, à l'interne, tu vas en entendre parler. « Hey, c'est qui le clown qui a fait ça? Ouais. » Mais après ça, devant le client qui dit « Ouais, c'est ça, les portes d'accès, il va falloir rajouter là. » Excuse-moi, pourquoi tu n'y as pas pensé avant? Pourquoi ton équipe... Moi, j'ai des techniciens qui sont chez nous depuis, encore une fois, très longtemps, qui viennent me voir et disent « Hey, Dan, venez faire ce bâtiment-là. C'est moi qui vais faire la gestion du service pour le projet. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce que tu avais dans la tête quand tu as fait cette stratégie-là ou cette loupe-là? » Puis je m'assois, puis je leur explique le projet. Puis là, ils partent, là, puis ils savent exactement à quoi consistent les systèmes, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi qu'ils font comme ça. Ça aussi, c'est un avantage qui est bon, pas tangible pour le client, mais cette discussion-là a lieu. Au même titre que le technicien va dire, celle-là, vous l'avez manqué. Bien là, je dis, OK, bon, là, la prochaine fois, il faut le faire différemment. Ou la prochaine fois, on sait qu'il ne faut pas pousser trop l'élastique parce que l'élastique, il a peut-être plus facilement tendance à casser. Je dis pas qu'on est infaillible, mais au moins, on prend note des glitches ou des choses qui sont un petit peu moins bien faites pour le faire mieux la prochaine fois. Moi, je me souviens, Stan Siegel, qui était notre ancien président, il me disait, là, on a fait un projet, là, ça a bien été, on n'a pas fait trop de profit, mais vous avez appris. Là, j'espère que la prochaine fois, on va faire un cut and paste et on va faire beaucoup d'argent. Ça arrive jamais, ça. Oui, les cut and paste dans votre... Ça arrive jamais parce que à chaque fois qu'on fait un projet, on voit que, nous, on fait du monitoring à distance avec les DDC. Puis évidemment, nous, notre engagement au niveau du client, même juste au niveau ingénierie, ce qu'on a mis sur la table, là, est-ce que ça marche vraiment? C'est-tu vraiment les conditions opérationnelles que le système va fonctionner? Est-ce que le refroidisseur, il va être à côté ou il y a encore un petit peu de place? Quand il fait... moins 30, là, est-ce que le système, on est obligé d'alimenter de l'eau à 40 degrés Celsius ou est-ce qu'on l'alimente à 37, à 35? Puis des fois, on dit, wow,
on pensait qu'il fallait que l'eau soit chaude. On chauffe la place là, avec de l'eau à 35. Il n'y a pas besoin de mettre... De booster. Là. Booster. Bien là, ça nous permet de dire, bon, ben, les prochains jobs, on va prendre moins de débit avec de l'eau un petit peu plus chaude, parce qu'on sait qu'on est correct. Donc, la pompe devient plus petite, le moteur devient plus petit, la tuyauterie, au lieu de mettre un 6 pouces, peut-être qu'on va pouvoir vivre avec un 4 pouces. Bon, tout ça, encore une fois, aide à rendre le projet plus attrayable financier pour le client. Parce que nous autres, on veut se faire un certain pourcentage. Puis si on est capable de rentrer un projet moins cher, puis le client, il a un super bon job, on ne va pas dire, non, on va monter notre marge de profit parce qu'on va s'en mettre plein les poches. Non. Nous, on fait un projet, on essaie d'avoir une certaine marge financière, puis le reste, on fait un projet qui devient plus intéressant pour le client par rapport à aller dans du plein de vie où on va prendre, entre guillemets, le plus bas soumissionnaire, OK? Ouais. Avec un projet designé peut-être avec un petit peu plus de lousse au niveau oversizing, avec une panoplie d'extra parce que la virgule n'est pas à la bonne place, parce que l'ingénieur n'a pas été assez payé pour faire des devis où il a pris tout le temps de le faire comme il faut, parce que le client, il serre la vis. Moi, quand je fais un projet, il n'y a pas de frais d'ingénierie. Ils sont dans le deal, là. Ils sont dans le deal, mais même à ça, c'est quand moi je fais un avant-projet, puis je vais passer, je sais pas moi, 1 mois pour étudier le projet, puis arriver des propositions, puis m'asseoir avec les clients, puis il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de frais. L'ingénierie, par contre, il faut que je m'assure que j'ai un projet. Je le dis aux clients, si tu me compares avec Pierre-Jean-Jacques, tu me fais rentrer avec 5 compétiteurs de Design-Build, regarde, pas ma carte, tu vas aller voir ailleurs. Je suis pas intéressé. Ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Tu viens pas chercher la plus-value de la business. Non. Puis surtout, il y a beaucoup de... Quand tu passes par des entrepreneurs généraux, évidemment, eux autres, ils vont avoir ta recette pour te donner ta recette à tout le monde pour que tout le monde... Puis c'est sûr qu'il y a toujours moyen de descendre un projet de 2, 3, 4 piastres, 100 piastres, 1000 piastres. Là. Il y a tout le temps de la place pour couper. Là. Mais maintenant, là, l'ingénierie qu'on met dans nos projets, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il la paye. Là. Puis si tu prends mes bonnes idées parce que le voisin, il n'a pas de bonnes idées parce qu'il ne fait pas vraiment du design build, tout ce qu'il fait, c'est qu'il installe ce que l'autre devrait faire, ben je perds mon temps, moi. Oui, puis c'est le début, moi j'appelle tout le temps, c'est le début de la fin du projet parce que tu donnes à quelqu'un, c'est comme si tu engages quelqu'un qui sable des planchers, sabler des planchers, c'est moins capable. Engage une compagnie qui sable des planchers, c'est pas le même job que toi et moi qui loue une sableuse. On va être capable. Là. Je te dis, on va le faire. Ça sera pas le même. Ça se fera pas dans les délais. Tu sais, c'est ça la beauté de Colostat, c'est que de votre équipe, vous construisez, mais vous apprenez au fur et à mesure pour devenir meilleur. Puis stepper à chose. La pire chose à faire, c'est que tu fais une erreur. Puis ce que tu sais, c'est 10 ans plus tard, tu fais encore la même erreur. Des fois, il y a des ingénieurs que, avec les coûts des équipements, des fois, je dis, la boiler room, tu design comme si tu avais 2 chauffe-eau. Tu n'as aucune plus-value à faire ça. Là. Puis là, comme, d'abord, on va faire, si j'ai pas plus-value, on va faire 2 chauffe-eau ou 3 chauffe-eau en magasiné. Je dis, amène-moi ça à une autre place où ce que tu te sers de l'énergie des boilers pour faire du chauffage, mettons radiant, ou du chauffage par ventilo-convecteur avec une boucle d'eau Michi. Hey, c'est génial ce que tu fais, le boiler room, tu t'en sers vraiment de la bonne façon. Tu l'optimises. Ouais. C'est ça qui est comme la beauté de Colostat. Puis tu sais, je sais que tu restes super humble, mais tu as amené cette value-là chez Colostat, tu as construit l'équipe d'ingénierie un peu à ton image où on apprend. Puis tous les gens, parce que je sais que vous êtes une gang, puis on va pas l'aborder après, les associés, les gens clés chez Colostat. Mais vous avez amené ça, puis c'est ça la beauté. Puis il y en a beaucoup qui me disent on est capable de faire comme Colostat, mais on ne sera jamais Colostat. Puis ça, c'est... Moi, j'avais toujours trouvé ça marquant. Dan, je viens de voir que
ça fait déjà 1 heure qu'on jase. Je sais, hein, je te l'avais dit, ça allait passer super vite. Fait qu'on va prendre une petite pause. Je vais remercier mon équipe. J'ai une couple de remerciements à faire. Fait que j'aimerais remercier tout d'abord Nick, Fred, Pierre. Merci les boys de me laisser faire cette belle expérience-là du podcast. Merci à l'équipe de marketing, Mylène, Diane, Antonella, pour s'occuper de tous les réseaux sociaux puis mettre ça un peu partout. Vous faites connaître la business, puis pour moi, c'est super important. J'aimerais remercier aussi Studio SF, Nick à console. Je remercie les commanditaires Bugatti, Delta, Watts, Contract qui nous permet de faire le podcast. Merci beaucoup, Dan, d'être venu. On va continuer ça après la pause. Fait que pour les auditeurs, on se voit la semaine prochaine avec la suite de l'entrevue avec Daniel Robert de Colestat. Merci, à la semaine prochaine.